On va passer maintenant à une vision juste au-dessus, donc cellulaire et même d'organes, pour regarder ce qui se passe dans cette fameuse loi de régulation intrinsèque du cœur, dite loi de Starling, mais dont on devrait parler plutôt en termes de loi de Frank Starling, puisqu'ils ont été deux à la révéler, il y a de cela quelques temps. Petit anniversaire aussi au passage. Cette loi, on va la détailler de la façon très simple en regardant ce que sont les comportements finalement de fibres myocardiques prélevées à l'intérieur d'un tissu musculaire cardiaque qu'on va positionner de la façon très simple que vous avez décrite ici. Vous tenez votre fibre, vous l'attachez au plafond et puis vous mettez un poids au bout. D'accord ? Et donc, d'un poids, vous lui donnez finalement une certaine dimension, une certaine longueur initiale. Et puis, une fois que vous avez mis ce petit poids, bloquez le système. Si vous bloquez le système, vous êtes en situation ISO. Bloquez le système. Je ne peux pas changer, je peux vous faire ce que je veux dessus. La longueur va varier ou pas? Non. La longueur ne varie pas. On est en condition isométrique, une dimension. D'accord? En condition isométrique, vous allez pouvoir mesurer la tension révélée sans changement de l'ensemble des dimensions de cette fibre. Et donc, ce que vous faites à partir de ce moment-là, c'est que vous allez regarder la tension développée à l'intérieur, exercée sur ce dynamomètre, par exemple, si vous le mettez là, en fonction d'un élément principal qui est celui, je vous donne, qui est celui de la longueur de votre fibre. Longueur initiale. Vous allez donc stimuler votre fibre avec une décharge électrique en général. On apporte un signal électrique exogène, mais ce signal électrique va produire la même chose que ce que fait un signal électrique endogène, on l'a vu tout à l'heure, et donc vous allez générer une tension, sans changement de longueur. Donc la LI reste, mais par contre la tension monte. Et donc vous allez développer entre la courbe de tension initiale, la courbe passive, celle dans laquelle vous avez étiré votre fibre myocardique à une certaine distance, et la tension générée, la courbe active de tension générée, une relation qui passe en fait par la longueur établie, puisque vous allez dans un deuxième temps reprendre cette même expérimentation et cette fois-ci tirer un petit peu plus. Et donc augmenter la longueur. Vous fixez toujours, il n'y a pas de raccourcissement possible, et vous mettez en tension le système. D'accord ? Vous allez avoir à partir de cette deuxième stimulation, un deuxième temps. La longueur était un petit peu plus importante, vous êtes passé de LI0 à LI1, et à partir de ce moment-là, vous voyez que la tension développée est supérieure. On n'a pas changé le signal électrique, on n'a pas changé les conditions extérieures de contractilité, de système sympathique, etc., puisqu'on a tout sorti. Et la simple modification d'un seul paramètre, la longueur, permet d'enregistrer une tension plus importante. Et donc, vous allez avoir une courbe active en continuant ce système qui va se développer et continuer au fur et à mesure que vous étirez votre fibre à montrer une réaction différente, une tension qui n'est pas une tension uniforme, mais qui est une tension qui augmente progressivement avec cette augmentation de la longueur initiale. Alors pendant que vous augmentez la longueur initiale, vous voyez néanmoins que vous mettez en traction la fibre, et donc il y a une forme de tension passive qui monte progressivement. Et puis au fur et à mesure que vous étirez, vous allez jouer sur tous les systèmes intrinsèques de cette distensibilité de la fibre, une certaine forme de compliance, qui est portée par des protéines à l'intérieur des cellules et des systèmes, en particulier des éléments tels que le collagène, entre les cellules, en extracellulaire, qui vont générer cette tension passive. C'est l'idée d'une traction amenée. Et puis, jusqu'à une certaine valeur qui va être la longueur optimale
dans laquelle vous avez la tension développée la plus importante, et puis ensuite vous allez continuer d'augmenter de façon quasi exponentielle la tension passive, donc en tirant de plus en plus fort, et la tension générée, à ce moment-là, tension active, elle va commencer à diminuer. Donc vous passez par un optimum, qui n'est pas l'optimum de tension générée ici, mais l'optimum de rendement, c'est-à-dire la valeur la plus importante qui sépare les deux courbes, active et passive. Donc c'est in fine celle pour laquelle, pour un minimum ou un optimum plus exactement, de changement de longueur, vous aurez le maximum de tension générée. Cet effet-là va vous dire simplement qu'en amont de la stimulation, avant la stimulation, puisque tous ces éléments-là que je vous donne, qui sont les longueurs initiales avant stimulation, sont des effets qui sont des effets à charge. C'est ça qui va se manifester par le terme de précharge. Vous êtes en train de précharger votre cœur en fonction de la longueur de ces fibres initiales avant la stimulation électrique. Une longueur, c'est combien de dimensions? Quand on en met 3, ça devient 1. Okay. Donc, vous imaginez immédiatement que l'ensemble de ces valeurs, lorsque vous allez avoir les 3 dimensions du cœur et donc son volume qui va être présent, la distension, la précharge initiale va concerner quelles caractéristiques de ce volume? En fin de systole, en début de systole, en fin de diastole, en fin de diastole, en télédiastole. En fin de diastole, ces paramètres de tension, donc de pression, ce qui est à l'intérieur d'un cœur, c'est une pression mesurable qui vient de la tension des parois, tension passive lorsqu'on n'est pas en contraction, tension active lorsqu'on se met en phase contractile. Sur ces valeurs, on va avoir strictement la même équivalence, et on va les détailler au fur et à mesure, entre des relations qui vont mettre en lien la pression générée, la pression qui règne dans une cavité, et son volume. Et son volume avant la contraction, c'est-à-dire son volume de remplissage en fin de diastole, son volume de remplissage télédiastolique. Et donc vous comprenez que ce remplissage-là est lui-même un des paramètres de la future efficience ou de la future contraction et de la future pression générée au moment du cycle suivant. Donc la précharge, ce qui vient d'avant, me donne en fait des forces, me donne une condition, une circonstance particulière pour générer une tension dans le cycle suivant. C'est ça les conditions de précharge. Jusqu'à ce que la stimulation se fasse, vous avez des éléments qui vont prédéterminer. Il n'y aura pas que cela, in fine, dans un cœur in situ, dans un cœur complet, dans un organisme complet. Il n'y aura pas que celui-là. Mais celui-là est un des éléments qui fait que le retour veineux va être, par le biais de cette relation de von Starling, qu'on mesure très bien sur une seule dimension, tension générée en fonction de la longueur, une des valeurs principales déterminant la pression et donc l'ensemble des caractéristiques après la contraction. C'est clair? Voilà, donc ça c'est le premier temps de la précharge. Deuxième temps maintenant, on peut modifier d'ailleurs cette courbe de tension passive avec des conditions exogènes au cœur, qui peuvent être une augmentation du calcium, plutôt même endogène là-dessus, ou une stimulation sympathique par les récepteurs bêta. Donc ça, c'est les conditions de précharge dans lesquelles vous allez avoir à l'échelle moléculaire. On reprend notre idée de fibres d'actine et de myosine. Si vous êtes en condition de non-étirement, donc vous n'avez pas généré d'étirement initial, vous avez un double chevauchement des fibres par rapport à la myosine, et donc vous n'aurez pas de tension générée optimale au moment de la stimulation. Au moment où vous étirez progressivement, vous allez avoir un optimum de capacité d'interaction de toutes les têtes de myosine en bleu
par rapport au filament disponible, au site d'actine disponible juste en face, d'accord, et le nombre d'interactions qui pourraient et la vitesse à laquelle ils vont se faire seront à l'origine de cette tension développée. Et la tension donc sera optimale pour un chevauchement et donc pour une longueur sarcomérique initiale de 2 à 2,2 microns, qui seront les valeurs, donc l'intervalle optimum de cette relation. Et puis lorsque vous allez continuer à étirer et que vous êtes donc au-delà de 3 microns, vous êtes dans des situations dans lesquelles en fait vous supprimez les possibilités d'interaction. Donc vous aurez nettement moins de têtes de myosine qui pourront interagir avec les sites d'actine en face, et donc vous allez perdre cette capacité d'interaction. Et comme en même temps vous avez extraordinairement distendu votre appareil sarcomérique, vous lui faites prendre des risques qui sont des risques de rupture. Ça, on peut le travailler sur le plan mécanique sur une fibre isolée. Il est clair que ce n'est pas des situations qu'on retrouvera en physiologie ni même en pathologie. Il peut y avoir des nécroses cellulaires, mais pas des ruptures parce que quelqu'un va tirer sur un cœur dans sa position intrathoracique. Par contre, ce chevauchement et cette sensibilisation au calcium sont optimales pour ces valeurs, et c'est ça donc qui est à l'origine de ces conditions dites de précharge avec un étirement des fibres optimal. Venons-en maintenant à ce deuxième temps qui est celui de la post-charge, dont vous comprenez en symétrie de la notion qu'on vient de voir qu'elle va concerner quoi dans le système? Retour veineux, cœur, artère. La post-charge, ça va être essentiellement tout ce contre quoi le cœur va devoir lutter, et donc globalement ce qui va se passer en aval de lui. La précharge, c'est ce qui concerne les conditions d'amont, donc la tension qui règne, le volume dans les veines, la capacité à mobiliser ce volume pour le faire rentrer. Si vous mettez quelqu'un par terre et que vous lui levez les jambes, direct, vous relancez la pompe. C'est d'ailleurs un des moyens les plus efficaces quand vous avez un malaise vagal, très simple, qui fait que votre sang part en périphérie, vous couchez la bête, vous lui levez les pattes, et à ce moment-là, ça repart. Tiens, miracle. Ah, vous allez être applaudi par l'ensemble des badauds sur le marché de Saint-Denis. Mais en dehors de cette circonstance-là, vous avez des éléments qui vont être importants dans cette régulation et qui sont des éléments qui concernent l'amont avant le cœur, la précharge. La post-charge, c'est ce qui va se passer après. Et ce qui va se passer après, c'est notamment tout ce que vous allez pouvoir comprendre de cette interaction entre le cœur et les vaisseaux, parce qu'il va falloir lutter contre cette résistance que les artères et les artérioles surtout opposent à l'écoulement du cœur. C'est ça les conditions de post-charge. Comment on la met en évidence? Vous reprenez votre fibre, la pendez au plafond, et puis vous allez tirer dessus. Donc vous la mettez en situation dans lesquelles vous avez des conditions de précharge particulières. Admettons qu'on les mette à l'optimum, comme ça on a réglé le problème, on sait qu'on est dans les meilleures conditions. Et puis, vous allez, cette fois-ci, les tirer et lui mettre une charge. Et donc là, dans la situation initiale, vous lui dites « et maintenant, travaille ». Vous lui mettez quelque chose à soulever et vous allez regarder comment il se comporte. Comment ça se passe? Vous stimulez et vous voyez qu'au début de la stimulation, il ne se passe rien. Bon, on se dit à ce moment-là, pas d'efficacité grandiose dans ce domaine. Et c'est seulement au bout d'un certain temps que le raccourcissement génère un déplacement. Donc dans l'idée newtonienne, c'est le seul travail mesurable. En fait, pas du tout. Il s'est passé des choses en amont qui ont fait que si on découpe cette idée d'un élément contractile en gris ici, EC, et d'un élément élastique à l'intérieur même du sarcomère, entre les deux stries Z, vous voyez que vous avez dans un premier temps une contractilité qui s'ébauche, qui tire sur les éléments élastiques, mais qui n'est pas suffisante pour aller chercher la charge, la post-charge, qu'il faut ensuite ramener. Et c'est seulement lorsque la totalité des éléments contractiles génèrent une tension sur les éléments élastiques qui eux-mêmes vont prendre la charge que le déplacement va se faire. Donc il se fait dans un temps dans lequel vous voyez qu'il n'y a pas, dans la stimulation de raccourcissement, la tension s'élève, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'elle est suffisante pour dépasser cette post-charge. Le raccourcissement n'a pas lieu pendant toute cette phase de mise en tension, et c'est seulement après que la longueur
diminue. Donc le raccourcissement se fait. Et à ce moment-là, vous êtes en situation dite isotonique, puisque la charge est toujours la même. Et vous aurez, dans ce cadre-là, une valeur dans laquelle vous pouvez comprendre que ces changements-là vont être dépendants de la puissance de la charge, puisqu'au fur et à mesure que vous allez augmenter cette charge, vous allez aller jusqu'à une valeur qui dépasse les capacités contractiles. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre en tension tout ce que vous voulez. Vous n'arriverez pas à soulever cette charge. D'accord ? J'ai une contraction et un travail qui se réalise à l'intérieur de l'ensemble des fibres musculaires, mais sans modification, sans mouvement. D'accord ? La post-charge est trop forte. Donc on peut imaginer au niveau cardiaque en 3 dimensions que vous fassiez ça sur un cœur isolé perfusé, hein, donc vous êtes sorti, et que vous mettiez un bouchon dans l'aorte. Tranquille. Si vous l'avez bien enfoncé, il y aura une contraction qui sera mesurée, il y a une pression qui va monter dans le ventricule, et elle va augmenter progressivement. Il n'y aura pas de raccourcissement. D'accord ? Ça, on peut le faire jusqu'à des valeurs maximales. Au niveau de ce type d'expérimentation sur des cœurs et des modèles animaux, c'est bien entendu pas les choses qu'on va imaginer expérimenter chez l'homme.